Avant-propos. Un livre, c'est un formidable voyage dans les profondeurs de l'âme. Pour cet ouvrage, j'ai accepté de revivre les grandes escales de cette étrange odyssée, celle d'une vie où j'ai souvent sombré en dérive et tangué sous le poids des réflexions sur l'avenir de l'humanité. Sur les différents continents de cette planète, j'ai sondé les grandes problématiques environnementales mondiales et cherché les réponses devant l'inconcevable et l'inexplicable. Confronté au constat douloureux et funeste de ce que nous infligeons à la nature, je me suis interrogé longuement sur les raisons profondes de notre insouciance, sur les motifs réels de notre indolence, sur notre insensibilité et notre désaffection volontaire devant cette transgression préméditée au code de l'humanité. Les réponses ne sont pas toujours venues, mais cette recherche de vérité a alimenté une vaste réflexion, livrée aujourd'hui dans les grands chapitres de ce livre. J'ai accepté de laisser du temps au temps, afin de vivre le nécessaire recul des jours qui nourrit la pensée. Je n'aime pas parler de bilan, pas plus que je n'ose admettre que ce livre représente la fin de quelque chose. Je sais toutefois que l'avenir ne pourra s'inspirer du passé. Les années, les aventures et le difficile constat ont été une brèche dans les fondements de mes convictions. J'aurais pu me taire pour ne pas nuire à ceux et celles qui nous croient sur la bonne voie, mais je ressentais ce besoin de témoigner, comme un devoir de vérité à partager avec le public fidèle qui a toujours suivi mes grands voyages. Pour ce livre ouvert, je me suis inspiré des journaux de bord des différentes missions afin de revivre les étapes marquantes de ma vie. J'ai même emprunté des mots passés, revisité certains textes, adopté certains passages, quand ils traduisaient encore fidèlement une situation, un moment, un sentiment. J'ai voulu reproduire le plus exactement possible les émotions ressenties au moment où la vie et les aventures bousculaient mes idées et nourrissaient l'inévitable réflexion. Enfin, je me pensais que je ne suis que le porteur des mots, celui qui avait pour tâche de décrire ce que tout l'équipage ressentait. Sans ces femmes et ces hommes qui ont aussi accepté de sacrifier une partie de leur vie à la cause, il n'y aurait jamais eu de mission, jamais eu de Senna 4, et encore moins de films et de livres. Du plus profond de mon être, je les remercie pour leur dévouement et leur engagement. Nous rapportons des dizaines de milliers de photos qui, pour la plupart, dormiront dans les coffres précieux de nos souvenirs. Je vous en propose quelques-unes ici, réalisées avec la complicité de nos photographes de passage, pour partager avec vous l'extraordinaire beauté du monde qui me touche et m'interpelle, encore et toujours. Puisse la beauté de ces images vous faire aimer cette nature, car on a souvent tendance à vouloir protéger ce que l'on aime. Ce livre aura alors peut-être réussi, en partie, à marquer le temps d'une urgence d'agir pour enfin protéger ce qu'il reste de nous. Signé Jean. Première partie. L'appel au large. Le premier contact avec la mer. La première fois que j'ai vu la mer, j'ai été happé par un sentiment indescriptible, une sensation si puissante que cette rencontre avec la nature allait transformer à tout jamais ce que j'allais devenir. J'avais 19 ans. Je sais, j'y suis venu tard. Après 2 jours d'autostop sur les routes du Québec profond, je suis arrivé dans le village de Longue-Pointe de Mingan, sur la côte nord du golfe Saint-Laurent. J'avais accumulé les kilomètres pour aller observer les macareux moines, une espèce d'oiseau de mer aux allures de petits pingouins. Les oiseaux me fascinaient et je pouvais passer des heures, seul en forêt, à les observer. J'avais même décidé d'orienter ma carrière en devenir vers la biologie, subjugué de mon jeune âge par la simplicité et la beauté du monde. Confortablement installé sur la plage du petit village,
Je notais les déplacements de toutes les espèces d'oiseaux marins qui utilisaient le Saint-Laurent comme garde-manger naturel. J'étais ébahi de voir les fous de bassin plonger comme des fusées dans les entrailles d'un grand fleuve pour capturer les poissons qui s'aventuraient trop près de la surface. Le spectacle de la nature m'enivrait, comme toujours, mais j'étais toujours fasciné et attiré par l'immensité qui s'offrait devant moi, devant ce bleu sans qui se cachait derrière son horizon lointain tout ce que j'allais devenir. Un homme est arrivé, et il s'est assis près de moi et s'est mis à me parler de son coin de pays, de cette mer intérieure qu'il côtoyait tous les jours, pour ne pas avoir l'air trop niais devant celui qui m'expliquait les harmonies de cette étendue d'eau à perte de vue. J'ai baragouiné des mots, traduisant sans doute l'innocence, tellement j'étais sidéré devant si grand. Mon discours embrouillé sonnait certainement faux, mais j'étais sous le choc et sous le charme. Comme un coup de foudre, comme une prémonition, une présomption, un doux présage qui m'annonçait intérieurement que ma vie venait de prendre une nouvelle voie. Une voie maritime pour aller visiter l'au-delà, pour emprunter ces artères océaniques qui menaient ailleurs. Dès ce premier jour, je suis devenu un défenseur de la mer, celle que je ne connaissais pas, mais qui venait de me ravir sans prévenir. On m'avait dit que la mer se perdait dans ma cour, aux arrêts de mon pays, sur les bordures sinueuses du majestueux golfe du Saint-Laurent, mais jamais je n'avais vu ce grand fleuve dans toute sa magnificence. Jamais je ne m'étais rendu compte que cette autoroute fluviale, la même qui longeait les rives sous notre ville, pouvait se donner un goût de mer, un goût de sel, à force d'accumuler les milles en descendant vers le grand océan Atlantique. Pour la première fois de ma vie, je pouvais perdre mon regard sur un horizon sans fin. Je pouvais étirer ce regard sans limite, sans paysage d'arrière-scène, sans référence et sans terre. Pour la toute première fois, je pouvais ressentir l'infini et comprendre, enfin, le sens réel de ce mot. Tout était là, tout et rien à la fois, un tout qui appelait indubitablement vers le large, invitation nouvelle à voguer désormais sur les flots de l'inconnu. Un rien aussi, puisque l'horizon n'était qu'un infini néant, presque nu, mais que j'imaginais déjà riche et débordant à l'orée des perceptions. Un tout et rien, sans fin, pour le regard, pour le voyage, pour la quête, et peut-être même pour la fuite. Qu'il est loin l'infini quand l'œil s'y perd. Loin et si proche en même temps. Quand il vient choir juste là, à mes pieds. Quelle est l'histoire de cette ondée qui vient mourir ici? Que transporte-t-elle dans ses cellules? D'où proviennent ces milliards de gouttes qui mouillent le sable? Je fixais l'aller-retour incessant de ces vagues en échouage sur la plage, pour laisser à mon esprit tout le loisir de rêver. Redevenu gamin, j'inventais des chemins d'origine, des routes imaginaires, des parcours chimériques inspirés d'aventures. Les pieds dans le sable, comme un enfant, je m'évadais et je voyageais. La vague venait de là-bas, si loin, bien plus loin que l'au-delà du regard. Elle avait peut-être déjà été froide et coulante, longeant les grandes fosses abyssales où se perdent en écho les complaintes lancinantes des baleines migratrices. Puis, elle s'était sans doute réchauffée pour remonter vers la lumière en transportant dans son sillage le nutriment de l'eau dessous. Participant au phénomène de la photosynthèse, cette vague avait donc joué un rôle dans la création de la vie, quelque part au large. C'était peut-être même à cette vague que l'on devait la naissance d'une algue microscopique, un simple phytoplancton, brouté par un krill, mangé par un petit poisson, lui-même capturé par un albatros revenant du Cap Horn, au sud des Amériques. Sûrement un albatros sur l'heure, avec ses ailes de plus de 3 mètres d'ouverture, planant sans fin entre les déferlantes et les 40e rugissants ou les 50e hurlants. Un albatros qui, selon la tradition,
transporte encore les âmes des marins perdus en mer. Ceux d'hier qui ont connu l'abondance des mers, à une époque où l'homme ne restreignait son carnage qu'en raison des limites de sa technologie. Ceux d'aujourd'hui qui peinent à trouver leur maigre pitance dans les entrailles d'océans qui ne contiennent plus que les restes émétiers de nos abus. Les responsables savent pourtant qu'ils puisent directement dans les réservoirs de l'avenir. Les derniers grands poissons sont aussi les derniers géniteurs d'espèces. Des millénaires d'évolution dans la chair brisée et blanche d'innocence. À chaque bouchée du dernier, le prédateur avale une partie de son histoire oubliée. Tout ce plaidoyer en une seule goutte, dans un simple ressac, dans les vagues du golfe d'un petit faubourg océanique, un Saint-Laurent d'ici transportant en ses flots assagis les lamentations silencieuses d'une grande mer de là-bas. Quelle est vague cette fierté de legs laissée aux générations futures. Tant d'histoires contenues dans chacune de ces gouttelettes, tout cela était là, coulant à mes pieds, comme un livre sous le monde, comme une invitation à suivre la nouvelle vague. Chaque goutte réunie dans cette lame d'infini possédant sous pouvoir d'influence sur le ciel, la terre, le climat et donc sur la vie. Sans cette petite goutte et sans les autres perles formant la vague, il n'y aurait rien, pas de nuages qui s'abreuvent des océans et irriguent les terres, pas de vie telle que nous la connaissons, créée et adaptée à partir de cette eau, pas de climat non plus qui en dépend aussi en redistribuant la chaleur équatoriale à travers un réseau complexe de courants océaniques. Sans eau, sans mer maternelle, il n'y aurait rien. Tout était là, dans une simple goutte, une goutte de vie. En une vague, je venais de voir et de comprendre l'infini. J'étais jeune, mais il me restait toute la vie pour découvrir, pour répondre à l'appel du large, comme une grande déclaration faite sur l'inconnu, sur l'infini. Mon existence venait de basculer, et je l'imaginais déjà houleuse, avec ses hauts et ses bas, inévitable cycle quand on s'abandonne à la mystérieuse vastitude de toute une planète. Une vie faite d'inconnus, préoccupante mais dévorante, comme tous les nouveaux largages qui nous propulsent vers l'ignoré, l'inexploré. Mais n'est-ce pas là le sort de toute la vie? Mais haut mais bas, allez dorénavant alterner au rythme de la houle, tous chevauchés à la cadence naturelle d'une certaine mécanique ondulatoire. La rencontre avec la mer ne fut pas simplement une découverte, ce fut une renaissance. La mer venait de m'arracher à la terre, et jamais je ne serais plus en mesure de ressentir le même bien-être sur le sol. J'avais compris tout cela dans la simple contemplation d'une vague sur ce chemin d'eau, là où notre grand fleuve se donne des allures de mer. Une petite artère de banlieue océanique venait me livrer son message, et elle m'invitait à la suivre. La découverte des océans sur les vaisseaux de la vie allait désormais devenir une mission, un devoir, un engagement pour la suite du monde. Celui de protéger la vie, celui de se protéger aussi. Communiquer la science. J'ai passé une bonne partie de ma vie en mer à étudier les baleines. Fasciné devant si grand et si imposant, j'ai sillonné les eaux du Golfe et de l'estuaire du Saint-Laurent pour apprendre le métier de chercheur, sous la supervision d'un vieux loup de mer, Richard Sears, qui m'a tout montré. De la navigation par temps de brume jusqu'aux techniques photographiques pour identifier et répertorier chaque baleine. Ce passionné de mer me fait découvrir et apprécier les derniers géants de la planète. Ma passion de jeune biologiste en herbe a ainsi vu le jour, quelque part au large d'une mer intérieure, et elle n'allait plus jamais me quitter. C'était à l'époque où, au Québec, il n'y avait pas encore d'industrie touristique vouée à l'observation de baleines.
Nous étions des précurseurs et on nous regardait, souvent étrangement quand nous partions loin, très loin au large, à bord de bateaux pneumatiques, beaucoup trop petits pour l'ampleur de nos ambitions. Déjà à cette époque, il fallait tout investir pour toucher à ces rêves de jeunesse. La précarité évidente de nos embarcations témoignait de nos modestes moyens, mais c'est le cœur chargé d'une infaillible volonté de découverte que nous affrontions la mer et ses humeurs. En ce temps, les villages riverains ressemblaient encore à des havres de paix où on diguait la morue en famille, ramassait des milliers de capelans qui roulaient sur les plages de cette mer d'abondance et on capturait le saumon en migration quand il revenait des embouchures de rivières qu'il avait vu naître. La tradition maritime et le savoir-faire se perpétuaient ainsi de génération en génération. Legs précieux de nos racines qui avaient injecté dans les veines des habitants du grand fleuve une bonne dose d'eau salée. Puis, les stocks de poissons ont diminué, victimes d'une surpêche causée par un appât du gain démesuré et des moyens technologiques de plus en plus performants. Notre désir d'accumuler toujours davantage, sans nous inquiéter de la pérennité des ressources, est venu piler le précieux héritage de nos prédécesseurs. Les grands géniteurs des espèces phares, celles sur lesquelles reposaient les bases de toute notre économie régionale, avaient tellement été exploités que le stock n'allait plus jamais se remettre d'une pareille surpêche, fauchant du même coup des siècles de tradition. Sans métier à exercer, les jeunes ont été contraints d'abandonner les régions pour rejoindre les grands centres. Comme tant d'autres, j'assistais, triste et impuissant, à la transformation progressive des villages et à la perte graduelle des connaissances des métiers de la mer, qui représentaient pourtant toute la fierté de tout un peuple. Cette catastrophe aurait pu être évitée, je le pense sincèrement. La science a failli à son devoir de prévention, et les grands décideurs n'ont jamais osé affronter les lobbyistes et l'industrie de pêche, qui faisaient pression sur les gouvernements pour conserver les lois de cette industrie en perte de vitesse. Ce laxisme et cette pression insoutenable sur les stocks ont vidé les océans. 90% des poissons ont disparu. Des grands poissons ont ainsi disparu au cours des dernières décennies, et le carnage se poursuit, loin au large, loin des regards. Le syndrome de la surexploitation des ressources venait de faire une première victime, la mer, et je savais que les mêmes menaces planaient au-dessus des autres écosystèmes de la planète. Le désir de tout mettre en œuvre pour sensibiliser les populations aux dangers de l'exaction abusive des ressources allait donc naître d'un crime connu, d'un génocide planifié et assumé contre l'équilibre naturel précaire qui constituait les fondements mêmes de notre relation avec la nature. Dès lors, ma destinée était devenue une évidence. Il fallait encore trouver le moyen d'atteindre le public, pour faire passer le message, pour communiquer au monde entier l'urgence d'agir en matière d'environnement. Nos travaux avec les baleines du Saint-Laurent auraient permis à notre petite station de recherche de faire sa marque sur la scène internationale. Des scientifiques de partout faisaient le long voyage jusqu'aux îles Maïga pour participer à nos recherches sur les grandes baleines. Un jour, un cinéaste de renom en visite dans l'archipel m'a demandé de le guider dans les grands groupes de baleines. Nous avions développé une technique d'approche qui permettait à nos embarcations pneumatiques de se faufiler, tout en douceur, au cœur des grands groupes de rorquals. Ce cinéaste avait un talent certain pour la caméra, mais ses connaissances sur les baleines étaient limitées. Je le guidais en lui désignant la direction des animaux, en m'improvisant réalisateur pour décider des angles et des points de vue. Je ne savais rien du métier de cinéaste, mais je pouvais anticiper chaque mouvement,
chaque réaction des baleines que je suivais sur une base presque quotidienne depuis déjà plusieurs années. J'ai rapidement compris l'extraordinaire véhicule médiatique qui représentait le film pour toucher un vaste public. J'ai appelé un ami cinéaste et nous avons décidé de réaliser un film sur les baleines du Saint-Laurent. J'allais aussi apprendre le métier et mettre mon expérience de spécialiste de baleines au service d'un 7e art. Dès lors, ma nouvelle carrière était lancée. Le voilier. Le voilier. Et si on rêvait un peu? Les films se sont succédés et le désir de parcourir le monde s'est intensifié à chaque nouveau succès. J'étais encore dans le sou, mais la détermination et la passion me permettaient de rêver, un sentiment qui n'a pas de prix. J'ai toujours été rêveur et je l'assume. J'ai aussi vite compris que nous sommes tous égaux quand vient le temps de rêver, peu importe nos moyens, notre rang ou notre classe sociale. Plusieurs disaient en riant que mes modestes avoirs allaient rapidement me ramener à la triste et inévitable réalité. J'étais condamné à trop petit, trop délicat et trop banal. Mais le rêve n'était pas un rêve s'il se contente de l'accessible. J'imaginais un grand voilier transformé en studio de télévision qui allait nous permettre de naviguer sur les océans de la planète dans des conditions idéales. Un bateau capable de communiquer avec le public en direct pour aller toucher les jeunes dans les écoles du monde entier. Je savais déjà que l'avenir de la planète allait se jouer entre les mains de ces futurs dirigeants, ces élèves d'aujourd'hui qui allaient prendre contrôle de notre destinée à l'aube d'une nouvelle société à définir. Je devais réussir à aller toucher ces décideurs de demain pour leur montrer tout ce qui devait changer, pour leur permettre à eux aussi de rêver. Je ne l'ai jamais exprimé en termes clairs, de peur de provoquer une moquerie, mais mon rêve véritable était celui de changer le monde. J'avançais dans la vie avec cette naïveté déconcertante, en caressant toujours cette ambition démesurée qui m'obsédait. Ce grand voilier, je l'ai imaginé, désiré, fantasmé pendant des années. Je l'ai attendu comme on attend sa promesse. J'achetais des revues nautiques pour admirer les plus beaux yachts de la planète, mais je refermais rapidement le magazine à la vue des prix exigés pour ces machines de rêve. Puis, un jour, une petite annonce allait transformer le cours de ma vie. Un 3-mâts de 51 mètres, à la voilure aussi bleue que les vagues de la mer, était à vendre à un prix ridiculement élevé. De quoi tourner la page pour de bon sur toutes ces années d'espoir, tant le prix demandé représentait plus ce que j'allais être capable d'amasser en une vie entière. Cher, beaucoup trop cher. À tel point que j'ai décidé de tenter le coup. Non, mais personne ne voudra payer pareil pour une vieux rafio. En réalité, il était parfait. Mais durant cette longue négociation d'achat, qui s'éternisa sur 18 mois, j'ai trouvé tous les défauts du monde pour faire diminuer son prix. Cet ancien chalutier, construit en Allemagne par le réputé chantier Abeking et Rasmussen, fut converti en voilier au début des années 1990 par un riche propriétaire qui appréciait la valeur de cette coque d'exception. Classé 36e sur la liste des meilleurs grands voiliers du monde par la célèbre revue nautique Yachting World. Il représentait tout ce que mes rêves les plus fous auraient pu imaginer. Il ne restait qu'à trouver les sous. Je savais que son propriétaire venait de se faire construire un nouveau voilier moderne et rêvait déjà à ses prochaines odyssées sur les mers du monde. Ils sont comme cela, les hommes de bateau, infidèles, toujours à la recherche d'une nouvelle conquête, d'une nouvelle aventure.
J'allais me contenter de son ex, que j'allais chérir pour le meilleur et pour le pire. Pour y arriver, je devais toutefois vendre le rêve, convaincre les chaînes de télévision du monde que nous étions capables de réaliser une série d'envergure qui allait toucher un vaste public et sensibiliser la planète entière aux grands défis environnementaux que nous devions relever tous ensemble. J'avais passé les dernières années à étudier les impacts des changements climatiques, un sujet méconnu à l'époque. Les pronostics des scientifiques, plus nombreux à s'intéresser à ce phénomène, donnaient déjà très froid dans le dos. Dans les studios de télévision, on se questionnait même sur la véracité des hypothèses avancées par les chercheurs. Pouvait-on réellement assister à une transformation fondamentale du climat dans un avenir approché? Un bouleversement qui allait affecter tous les habitants de cette planète et modifier à tout jamais notre façon de consommer. Notre dossier était étoffé, appuyé par des études scientifiques solides, et je savais que l'humanité faisait face à un des plus grands et importants défis de son histoire. Les changements climatiques seraient sous peu le grand sujet de la science, et nos films devaient dévoiler cette crise mondiale en devenir. Le projet était ambitieux à l'époque, Le projet était ambitieux pour l'époque, mais nous avons su convaincre. Les chaînes de télévision prestigieuses ont finalement décidé de nous soutenir. Une victoire qui allait consolider nos ambitions démesurées et nous permettre d'oser le rêve. Je n'avais rien, si ce n'est qu'une maison modeste qui appartenait aux banques. On demandait 6,5 millions de dollars américains pour le grand voilier, ce qui correspondait à près de 10 millions de dollars canadiens à l'époque. Mais j'avais vite compris que la valeur réelle d'un grand voilier n'est rien de plus que ce qu'un évent. Okay. Mais j'avais vite compris que la valeur réelle d'un grand voilier n'est rien de plus que ce qu'un éventuel acheteur est prêt à payer. Après plus d'une année et demie de négociations ardues, d'histoires rocambolesques, de risques démesurés et de paris insensés, le propriétaire a finalement accepté un prix, une fraction de ce qu'il demandait au départ, presque du mécénat pour nous permettre de toucher au rêve. Malgré tout, les banques refusaient toujours d'y croire. Trop audacieux, trop fous. Les banquiers n'ont rien à faire d'un monde meilleur. Il m'a fallu convaincre des amis, des hommes d'affaires, des prêteurs et des investisseurs qui acceptaient de participer à l'aventure. Leur générosité a rendu le rêve possible. Nous avons tout vendu, et même plus. Le 8 juillet 2001, le Cessna 4, rebaptisé en l'honneur de la déesse inuit des océans, accostait au port de Cap Haumel, aux îles de la Madeleine. Nous étions fiers, et sans le sou, comme toujours. Le grand voilier avait été chalutier dans une autre vie et avait participé au pillage des océans. Il allait dorénavant consacrer son existence à conscientiser les humains à l'importance de protéger et de respecter cette nature endeuillée. Ces 3 mois allaient devenir ma maison, puisque je n'avais plus rien. Peu importe, je vivais mon rêve. Je vivais même dans mon rêve.